On continue toujours avec les questions-réponses sur le cours de la glucogénèse. Donc, cette fois-ci, on va voir la partie 8. Quelle est la différence entre les deux cycles, le cycle de Curie et le cycle de Feeling? Donc, je viens de vous expliquer les deux cycles, le mécanisme de la vidéo précédente dans la partie 7. Maintenant, faites la question, je vais juste vous citer la différence. C'est que le cycle de Curie, la néoglucogénèse, elle se fait à partir de lactate. Par contre, le cycle de Feeling, c'est à partir de l'acide aminé qui est l'alanine. Si vous voulez le petit rappel, c'est-à-dire pour comprendre le mécanisme, recherchez la vidéo précédente. La glycolyse et la néoglucogénèse sont deux voies qui fonctionnent en même temps, vrai ou faux. Donc c'est faux, on ne peut pas avoir deux voies métaboliques en même temps. Donc ils fonctionnent de manière alternative, c'est-à-dire lorsque une voie est activée, l'autre elle est inhibée, et ceci selon les situations alimentaires et métaboliques. Donner le diagnostic biologique de la maladie de Von Gerk. Donc on applique la maladie de Von Gerk. C'est une maladie qui est due au déficit de glucose 6-phosphatase. Alors, le diagnostic biologique, c'est-à-dire on va citer le trouble biologique parce que les symptômes, c'est-à-dire la clinique, on va trouver une hépatomégalie. Mais la biologie, on va trouver l'hypoglycémie, l'hyperlactacidémie, hyperalanémie, hypercholestérolémie et hyper-TG et hyperuricémie. Alors, le trouble biologique, je l'ai très bien expliqué dans le cours de la glucogénèse, mais je vais encore les réexpliquer avec ce schéma. Donc, ce schéma, je connais déjà. Donc, on applique la maladie de Von Gerk, elle est due au déficit de l'enzyme qui est le glucose 6-phosphatase. Maintenant, on n'aura pas la formation du glucose, ce qui explique l'hypoglycémie, la D1. Donc, on applique le glucose 6-phosphate. Donc, il provient de glycogène. Il peut subir plusieurs directions. Alors, il subit les réactions de la glycolyse pour donner les triose-phosphate. Quand on a les triose-phosphate, on a un glycéaldehyde 3-phosphate et le dihydroxyacétone. Quand on applique le dihydroxyacétone, il peut donner le glycérol. C'est le premier point. Et les glycéaldehyde 3-phosphate, lorsqu'ils continuent de subir les réactions de la glycolyse, ils donnent à la fin le pyruvate. Le pyruvate, lorsqu'il rentre dans la mitochondrie pour subir la réaction la réaction de déshydrogénation pour donner l'acétyl-CoA, l'acétyl-CoA, il rentre dans le cycle de Krebs et l'excès, il peut donner les lipides. Donc la synthèse de l'acide gras et la synthèse de cholestérol, ce qui explique l'hyperlipidémie mixte. Et on applique dans le muscle. Dans le muscle, le pyruvate, il se transforme en lactate et en alanine. Donc, si le glucose 6-phosphate il augmente, on aura un excès du pyruvate, donc excès d'alanine et lactate. Ce qui explique l'acidose lactique, donc hyperlactacidémie, hyperalaninémie. Dans le cours de la voie des pentosphosphate, si vous vous souvenez très bien, on a si le glucose 6-phosphate il augmente, donc la voie des pentosphosphate elle est suractivée, donc le taux de ribose il augmente dans le sang. On applique le ribose est un précurseur des acides nucléiques, qui dit acide nucléique donc les purines, et la dégradation des purines donc l'acide urique. Donc l'acide urique il est à l'origine de la goutte, donc ce qui explique l'hyperuricémie. Donc j'espère que c'est clair le schéma. Toujours je conseille les étudiants qui préparent le concours de Résidana. C'est vrai, la métabo elle est très chargée, mais c'est la base, c'est la fondamentale. Comprendre la physiologie pour comprendre la pathologie. Déficit en pyruvate carboxylase est décrite déjà chez l'adulte, donc c'est faux. C'est un déficit qui est décrit chez les nouveau-nés en période néonatale seulement, jamais décrite chez l'adulte.
Alors, expliquer l'hyperuricémie et la paracétamie au cours de la glycogénèse type 1. Donc, je viens d'expliquer le mécanisme. Citer l'enzyme déficitaire au cours de la glycogénèse type 1B. On applique le 1,1, c'est dû au déficit de la glucose 6-phosphatase, mais le 1B, c'est déficit en l'enzyme translocase qui permet l'entrée du glucose 6-phosphate dans le réticulum endoplasmique pour subir la réaction d'hydrolyse. Quel est le mode de transmission au cours de la maladie de von Giertz? Donc, c'est autosomique récessive. Pour les étudiants qui ne comprennent pas où je m'arrête, donc autosomique, c'est-à-dire le gène muté, il est porté par les autosomes, c'est-à-dire les chromosomes non sexuels. Récessif, c'est-à-dire on doit avoir les deux copies de gènes mutés, c'est-à-dire portés par la mère et le père pour avoir la maladie. Les deux activités PAFK2 et fructose 2,6-biphosphatase enzymatique distinctes sont assurées par deux domaines de la même protéine bifonctionnelle. Oui, c'est vrai. On applique la protéine, elle a deux domaines, c'est-à-dire un domaine qui phosphoryle le fructose 6-phosphate en fructose 2,6-biphosphate et l'autre, elle assure la réaction inverse. Quelles sont les hormones clés qui régulent la glucogénèse? Donc, c'est l'hormone hyperglycémiante, l'insuline, hypoglycémiante, l'insuline, et glucagon, c'est l'hormone hyperglycémiante, et aussi les catécholamines, adrénaline et le cortisol. Pour la dernière question, la glucogénèse utilise les réactions de la glycolyse en sens inverse, sauf les trois réactions irréversibles, lesquelles on a plusieurs fois. Donc, c'est la première réaction, la troisième et la 10e. Alors, la première réaction de la glucogénèse, elle est catalysée par le glucose 6-phosphatase au lieu de l'exokinase et glucokinase dans la glycolyse. La troisième réaction, elle est catalysée par le fructose 2,6-biphosphatase au lieu de PFK2. Et la 10e réaction qu'on a catalysée par deux enzymes, c'est la pyruvate carboxylase et le PUP carboxykinase au lieu de pyruvate kinase. Et merci pour votre attention.